Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique statistique et la thermodynamique. Alors, nous étions sur le transistor et continuons notre analyse. Alors, on a vu que pour le transistor PNP, on a un fort courant de trou qui passe de l'émetteur base collecteur et un petit courant de trou qui sort de la base. Essayez maintenant d'imaginer ce qui se passe si nous faisons varier légèrement le potentiel VB de l'électrode reliée à la base. Comme nous sommes sur une partie à forte pente du potentiel, une petite variation du potentiel VB provoque un assez grand changement dans le courant de l'émetteur. Nous l'avons vu, dans le sens passant, le courant d'une diode grimpe très vite avec la tension. Nous avions vu cette courbe. Comme le voltage du collecteur VC est beaucoup plus négatif que le voltage de la base, ces faibles variations de potentiel n'affectent pas sensiblement la falaise abrupte de potentiel entre la base et le collecteur. Ainsi, quand nous faisons varier le potentiel de l'électrode de la base, une variation correspondante affecte le courant passant de l'émetteur au collecteur. Cependant, le point essentiel consiste en ce que le courant de base reste toujours une faible fraction du courant du collecteur. Le transistor est donc un amplificateur. Un faible courant introduit dans l'électrode de base donne un fort courant, quelque chose comme 100 fois plus grand à l'électrode du collecteur. Et les électrons. Alors, nous avons parlé des trous jusqu'ici. Alors, qu'en est-il des porteurs négatifs que nous avons négligés jusqu'ici? Notez d'abord qu'on ne s'attend pas à un courant notable d'électrons entre la base et le collecteur, avec un voltage négatif, très négatif sur le collecteur. Les électrons auraient à escalader une très haute falaise d'énergie potentielle et la probabilité qu'ils y arrivent est très faible. Il y a un très faible courant d'électrons vers le collecteur, c'est une diode dans le sens bloquant. Par contre, les électrons de la base peuvent passer dans la région de l'émetteur. De fait, vous pourriez vous attendre à un courant d'électrons dans cette direction, qui soit comparable au courant de trou qui va de l'émetteur à la base. Vous l'avez vu avec la diode, ça va dans les deux sens, trou et électron. Un courant d'électrons n'est pas utile. Et pire, il est au contraire nuisible, car il accroît le courant total de la base d'une valeur à peu près identique à celle du courant de trou, et donc l'effet d'amplification disparaît totalement. Donc, le courant d'électrons est à peu près comparable à la valeur donnée du courant de trou vers le collecteur. Le transistor est donc conçu de manière à minimiser le courant d'électrons vers l'émetteur. Alors, le courant d'électrons est proportionnel au nombre de porteurs négatifs de la base, Nn. Par contre, le courant de trou dépend de la quantité de porteurs positifs dans l'émetteur, Np. Donc on va utiliser un dopage relativement faible dans le matériau de type N, dans la base, de façon à rendre le Nn, le nombre de porteurs négatifs dans la base, beaucoup plus faible que le Np dans l'émetteur. Et inversement, on utilise un dopage particulièrement riche au niveau de l'émetteur. C'est donc là le second secret du transistor. Le fait que la région de la base soit très mince aide aussi beaucoup, car le déplacement rapide des trous dans la base, dans la région de la base, de cette région vers le collecteur, accroît de façon sensible le courant moyen de trou de l'émetteur vers la base et le collecteur. Ça, nous l'avions vu.
Tandis que le courant d'électrons n'est pas affecté par ce résultat. Parce que lui est directement injecté dans la base. Le résultat global est qu'on peut faire en sorte que le courant d'électrons à travers la jonction émetteur, soit émetteur base, soit beaucoup plus faible que le courant de trou. Et ainsi, les électrons ne jouent pas un rôle notable dans le fonctionnement du transistor PNP. C'est essentiellement le mouvement de trou qui détermine les courants, et le transistor agit comme un amplificateur selon les mécanismes qu'on a vus. Notons que, comme tout se passe dans la base, que tout est dicté par les trous, et que cette région est de type N, on dit parfois que le comportement du transistor est dominé par le comportement des porteurs minoritaires. Ce que nous venons de dire s'applique aussi au transistor NPN. Donc il est également possible de faire un transistor où les matériaux de type PN soient intervertis. Donc au lieu d'avoir P, la base N et P, on a N, la base P et N. Donc une interversion. Les principaux courants sont portés cette fois-ci par les électrons qui coulent de l'émetteur vers la base et de là dans le collecteur. De toute évidence, tous les raisonnements que nous avons faits à propos du transistor PNP s'appliquent aussi au transistor NPN, à condition d'intervertir N et P, d'intervertir électron et trou, et d'utiliser des potentiels sur les électrodes qui sont choisis avec des signes opposés. Donc légèrement positifs sur la base, fortement positifs sur le collecteur. Les transistors étant des amplificateurs, ils peuvent servir à amplifier des courants faibles pour, par exemple, des systèmes de communication. On reçoit un signal faible via une antenne et un circuit d'accord, et on l'amplifie de façon à avoir un signal notable en sortie. Les transistors sont utilisés dans les amplificateurs de chaîne haute fidélité. Et les transistors branchés ensemble de manière appropriée peuvent constituer toutes sortes de dispositifs, tels que des portes logiques pour des fonctionnements en mode binaire 0 ou 1, passant, non passant, ou bien des bascules qui sont dans un état ou dans un autre, ou des compteurs, etc. Ceci pour des circuits d'ordinateur. Les transistors, à l'époque de leur découverte, ont rapidement remplacé les anciens tubes triodes, donc des grosses lampes, avec une électrode, une anode et grille, commande, et ces grosses triodes étaient encombrantes, nécessitaient de fortes tensions électriques, elles étaient coûteuses et avec une durée de vie limitée, comme n'importe quelle lampe. Et il fut une époque où télévision encore peu courante à l'époque, radio, et même les premiers ordinateurs fonctionnaient avec de tels tubes, et bien des vicissitudes. Un gros ordinateur comme l'ENIAC en 1945 contenait tellement de tubes que toutes les quelques minutes, il y avait un tube qui grillait. Donc c'était sans doute très pénible pour les informaticiens de l'époque. Petite anecdote, c'est de là que vient le mot bug en informatique, parce que des cafards s'étaient logés dans le système. Et ces cafards, qu'on dit bug en anglais, qui est aussi synonyme